ils ont suspendu l'épandage. Mais vous savez, il y a un grand texte qui s'appelle la Charte de l'environnement. On fait de beaux textes, on dit de belles choses, mais il faut à un moment donné les appliquer. Et d'autant plus qu'il y a quand même des experts qui parlent, voyez-vous. C'est notre rôle, quoi. Hein? Donc, on ne peut pas faire la sourde oreille indéfiniment. Vous avez d'un côté la charte de l'environnement qui fait obligation au gouvernement et aux représentants de l'État, c'est-à-dire les préfets, de protéger l'environnement des individus, la santé des individus. Et donc il y a ça. Et puis ensuite, il y a les expertises très éclairées qui, bien entendu, emportent la décision des juges administratifs. Voilà. Les juges administratifs qui, d'ailleurs, à leur honneur, manifestent souvent leur indépendance vis-à-vis du pouvoir central, du gouvernement. Ce sont des fonctionnaires, mais n'empêche qu'ils manifestent leur indépendance et c'est très généralement admirable. Voilà. Alors, la parole est aux téléspectateurs et aux auditeurs éventuels. N'hésitez pas à nous appeler au 48 44 25. Alors, il y a une chose, quand je fais les émissions, souvent quand les gens apprennent, ils hésitent à appeler parce qu'ils reçoivent l'information. Oui. Et puis, quand il y a un sujet à polémique ou quand c'est contestable, le standard explose. Ah, oui. Et c'est un bon signe que les gens... Parce que c'est une émission, je sais, qui est très suivie. Donc, allez-y. Ce que je voulais ajouter, dans le mode d'action des différents produits toxiques, il y a l'action directe, il y a l'action par le génome, mais il y a aussi le fait que par les perturbations endocriniennes. Donc ça explique cette cancérisation très importante par ce mécanisme-là. Hein? Notamment la prostate, tous les cancers hormonodépendants, prostate sain. Hein? On peut penser que le cancer du sein, dans la mesure où il augmente, et lui également beaucoup, on peut penser que l'augmentation serait due aux perturbateurs endocriniens. Et les perturbateurs endocriniens, il y en a un certain nombre. Il y a le fameux bisphénol A, qui est dans toutes les matières plastiques que nous avons. Il y a alkylphénol, il y a PCB, il y a polybromodiphényléther, il y a dioxine. La dioxine, c'est un gaz qui nous est envoyé par l'incinérateur des ordures ménagères. Heureusement que nos alizés l'envoient ailleurs. Mais la dioxine est un perturbateur endocrinien. Mais docteur, dans un environnement comme ça, comment les gens peuvent-ils se protéger? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Quelle hygiène de vie? Quels conseils donneriez-vous à chacun, à chacune pour qu'on essaie au moins de limiter les dégâts? Alors déjà, ne pas réchauffer ces aliments dans un contenant en plastique. Et les micro-ondes dans les fours, micro-ondes, n'importe quoi. Ouais. Parce que ça vous libère le bisphényle A. Et voilà. Et on a supprimé les biberons en plastique. Enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça. Il faut savoir que tous les plastiques il faut faire attention aux plastiques. Ce n'est pas anodin. J'ai remarqué sur ce domaine que maintenant, on met en enveloppe des poulets, des pommes de terre dans un papier en plastique, on met dans le four, la sauce est déjà dedans. S'il y a du plastique, c'est pas bon. C'est pas bon. Enfin, c'est du plastique, mais genre de cellophane. Le cellophane, c'est différent. Je pense que c'est différent. Non, différent. Un cellophane, c'est différent. Donc alors, il y a l'alimentation, il y a les repas qu'on ne doit pas chauffer dans un certain nombre de produits. Il paraît que l'eau qui est en bouteille plastique également, il ne faut pas qu'on laisse les bouteilles au soleil. Il y a des précautions à prendre, c'est sûr. Dernièrement, notre organe de presse avait sorti 400 produits, médicaments et autres, dentifrice, avec hexachloro, diphénylbenzène, etc., qui est un conservateur, c'est un produit cancérigène, qu'on trouvait même dans certains dentifrices.
Vous voyez? Oui. Donc il faut remanger local. Il faut faire attention, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc c'est surtout l'alimentation. Alors déjà, l'industrie agroalimentaire, il faut la surveiller. Bon, j'espère que les organismes d'État chargés de cette surveillance font leur travail. Voilà. 48 44 25, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions, si vous avez des témoignages à donner. Alors, ce matin, il y a un procès qui commence, c'est l'AMSES et la SOPAMAR qui sont à l'initiative. Oui. Quel est l'objet de ce procès? Alors, précisément? Il y a un certain nombre d'arrêtés de suspension, des arrêtés préfectoraux, un certain nombre d'arrêtés de dérogation, pardon, émanant du préfet, avaient été pris. Ils avaient été suspendus. L'audience d'aujourd'hui vise à les annuler, donc définitivement. Sauf que le dernier, le préfet a pris les devants en disant voilà. J'annule celui-là que vous allez juger et je prends un autre. Voilà, il a déjà pris un autre arrêté de dérogation. C'est pour cela que, au lieu d'être l'exception, la dérogation chez nous devient la règle. Est devenue la règle. Ce qui n'est pas acceptable pour les médecins. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Quand vous avez parlé, par exemple, des vêtements qui étaient faits au Bangladesh avec des produits cancérigènes, donc c'est partout. Et dans le travail que vous faites au niveau international, vous êtes dans des organismes internationaux, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que l'action internationale citoyenne est suffisamment puissante pour contrebalancer les multinationales qui produisent, qui fabriquent ces produits de mort? Je pense que là, il faut faire confiance aux médias. C'est très important. Exemple, l'information justement que j'ai eue concernant l'utilisation de ces colorants dans l'industrie textile, ça avait été présenté par envoyé spécial. Hein? Donc, ces médias de grande diffusion, quand même, ont un impact. Et je pense que les médias peuvent avoir un rôle décisif. Et les populations, enfin. Mais les médias peuvent faire le relais, sont là pour faire le relais. Les populations se mobilisent, en fait. Les médias sont là pour faire le relais de l'opinion. Voilà. Alors, on profite qu'on ait le temps pour dire, au-delà de ce problème de pesticides et de cancer, quels sont les grands problèmes sanitaires auxquels les Martiniquais sont confrontés aujourd'hui? Quels sont les défis que nous avons relevés en matière de santé en Martinique aujourd'hui? Mais s'agissant de la Martinique, bon, déjà les maladies chroniques. Les maladies chroniques, évidemment les cancers en font partie, le diabète, les maladies cardiovasculaires, sont des maladies qu'on ne guérit pas mais qu'on est obligé de soigner toujours, constamment. Bon. Mais ce qui est vrai pour la Martinique est vrai à l'échelle nationale. On pense même qu'actuellement, le déficit de l'assurance maladie est entretenu par l'explosion de ces maladies chroniques, l'incidence croissante de ces maladies chroniques. Vous voyez? Certes, il y a le chômage. Le chômage est un des éléments, puisque quand on est en chômage, on ne cotise pas. Donc, on n'a pas suffisamment d'argent pour se soigner correctement. Cotisation en moins. Mais en plus donc du chômage, il y a effectivement l'importance des maladies chroniques. Et l'obésité en Martinique? Alors l'obésité, il y a le mode d'alimentation, c'est vrai, mais il y a aussi, l'obésité fait partie des effets des pesticides et des fongicides, puisque ce sont des produits qui sont à l'origine de maladies métaboliques. Donc, notamment le chlordécone va se stocker dans les graisses. Hein,
Et il y a une action sur les adipocytes, c'est-à-dire les cellules graisseuses. Et là aussi, toujours par le phénomène des mutations des gènes, il y a ça favorise l'obésité. Voilà. Autre question, parce que là, l'idée que nous avons développée au début, c'est que le style de société, de productivisme est en grande partie responsable de l'empoisonnement de masse, mais le poids de la prévention par rapport aux soins, quoi, aux thérapies, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce qu'ici nous faisons suffisamment de prévention? Est-ce qu'on ne pourrait pas au moins diminuer les difficultés en augmentant ce travail-là? Je crois qu'on peut poser comme principe qu'il n'y a jamais assez de prévention. La prévention est vraiment prioritaire. Et d'ailleurs, ça coûte moins cher que la médecine curative. Curative, c'est le mot que je cherchais. Donc, voilà. Donc, on peut vraiment avoir l'obsession de la prévention. Hein, c'est pour ça, et ça nous ramène justement au débat, au sujet de notre entretien aujourd'hui. C'est, on ne peut pas accepter alors qu'il faut faire de la prévention au maximum, on ne peut pas accepter qu'on crée des choses qui contredisent l'effet de la prévention. Ce n'est pas acceptable. Et il faut que le principe de précaution, de présomption, si on veut, prévale. Ça veut dire dès qu'on n'est pas sûr d'un produit, il ne faut pas essayer. Oui, mais bon, il ne faut pas non plus avoir la hantise, comment dire, la panique. Hein? Mais non, il faut se renseigner. Alors maintenant, avec Internet, beaucoup de gens peuvent se renseigner. Hein? Mais justement, il y a peut-être trop d'informations non vérifiables. N'importe qui met sur Internet, faites ceci, ça va vous guérir, etc. Comment savoir? Alors, Internet, effectivement, il faut faire la part des choses. Nous qui sommes médecins, nous voyons bien les articles écrits par des médecins de ceux écrits par des gens qui ne le sont pas. On voit bien la différence. Donc, il y a ce travail d'éducation à faire. Voilà, c'est pas donné à tout le monde, évidemment. Et c'est pour cela que nous avions organisé ce congrès, toujours dans ce problème de la médecine environnementale. Nous avions organisé ce congrès pour des raisons didactiques, hein, en direction de nos confrères. Mais vous avez employé le mot panique tout à l'heure, il ne faut pas sombrer dans la panique, mais est-ce que la panique de l'opinion ne se comprend pas? Quand on a entendu les scandales du Mediator, quand on dit que même la publicité à double sens du gouvernement qui dit comment ça s'appelle, les médicaments là, ne servent à rien, il ne faut pas toujours prendre des médicaments, j'oublie le terme, ça m'échappe. Oui. Donc il y a une publicité qui peut mettre le doute, et puis on entend des scandales par-ci, on ne sait jamais si il y a même des gens qui mettent en doute certains vaccins. Alors est-ce que cette panique-là ne se comprend pas en quelque part? Est-ce qu'il y a un problème à surmonter là? Il faut à ce moment-là utiliser le médecin comme conseiller. Voilà. Parce que c'est lui qui sait, qui en principe sait. Il peut faire la part des choses. Donc, il ne faut pas hésiter à payer il faut pas, une consultation. Si on a un problème, ouais. Si on a un problème, et il ne faut pas faire l'automédication. Hein? C'est très dangereux, l'automédication. Soit automédication positive, donc prendre quelque chose, conseiller, etc., sans contrôle, soit automédication négative, c'est-à-dire refuser de prendre des choses. Alors, d'ailleurs, vous avez un certain nombre de malades, un certain type de malades qui sont réticents, même des médicaments, ou les médicaments prescrits par leur médecin, qui sont réticents dans la prise des médicaments. Mais par exemple, la méfiance vis-à-vis des génériques. Voilà, c'est ça, entre autres. Mais indépendamment de ça, parce que générique, c'est effectivement notre problème,
Mais indépendamment de ça, vous avez un type psychologique de malade qui craint toujours de prendre des médicaments. Alors, soit il prend des demi-doses, soit il arrête trop tôt, etc. Et donc, il commet des erreurs qui peuvent lui être préjudiciables. Oui, oui, oui. C'est connu, on va systématiquement chez le médecin, on repart avec ces boîtes de médicaments, on prend 2-3 jours et puis le reste s'accumule dans l'armoire à pharmacie. Alors, le conseil que moi je donnais toujours à mes malades, quand je les voyais anxieux, je leur disais, ne lisez pas la notice, s'il y a un problème, vous m'appelez. Voilà. Oui, parce que la notice... et cette dernière proposition de vendre des remèdes par unité, là, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors, je vais vous interrompre un petit peu tout de suite. Nous allons écouter un auditeur. Bienvenue sur KMT. Oui, bonjour. Oui, bonjour, nous vous écoutons, vous pouvez parler. Bonjour à vous. Cette émission avec le Dr Joachim est très intéressante. Nous n'entendons pas très bien, s'il vous plaît. Oui, l'émission que vous faites avec le Dr Joachim est très très bien. Et ce que je pense qu'il pourrait être fait, c'est que des conférences comme ça devraient être faites dans les écoles afin de stigmatiser les enfants et les parents des enfants. Voilà. Oui. Merci de votre remarque. Voilà. C'est en effet une bonne idée, oui. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Oui, que les enfants soient informés de tous ces dégâts que causent les pesticides autour de nous et qu'ils en profitent. Mais voilà un chantier qui est ouvert pour l'AMSES. Oui, en effet. J'ai eu l'occasion d'ailleurs, pour d'autres sujets, de faire des exposés dans une ou deux écoles à la demande des enseignants. Mais voilà. Voilà, c'est une très bonne chose. Merci à vous, docteur. Merci. Et nous continuons. Merci de votre appel. OK. Merci. Alors, n'hésitez pas au 48 44 25, si vous avez des questions, des remarques à faire. Et nous continuons. J'avais posé la question sur la vente des médicaments à l'unité. Oui. Alors, c'est une très bonne chose. C'est une chose qui existe déjà aux États-Unis et ailleurs. Et c'est une façon d'économiser, d'empêcher le gaspillage. Hein. C'est tout à fait une bonne chose. J'avais même suggéré cela à une époque, en 1996, au ministre Jacques Barrot et Hervé Guémard. Je leur avais suggéré cela lorsqu'ils ont sorti les ordonnances du 24 avril 1996. Je leur avais suggéré, je leur avais dit, il faut faire des économies, et en particulier, j'avais suggéré que l'on vende les médicaments exactement le nombre de pilules, de gélules, de comprimés pour le traitement. Exactement ça. Mais par contre, beaucoup de médecins sont hostiles à la vente en supermarché d'un certain nombre de médicaments. Est-ce que c'est votre avis? Oui. Il vaut mieux avoir l'expertise des pharmaciens. Parce que, alors, le médecin prescrit, mais quelquefois, enfin même assez souvent, il reçoit un coup de téléphone du pharmacien. Oui. Docteur, vous avez prescrit telle chose à telle dose. Ben, j'ai déjà assisté à ça. La dose usuelle, c'est telle chose. Est-ce que vous maintenez votre posologie? Alors, le médecin peut dire oui, ou il peut dire non. Il peut dire non, c'est une erreur, etc. Parce que tout le monde peut se tromper. Donc, il vaut mieux avoir l'expertise du pharmacien. Oui, je confirme qu'une fois, dans une pharmacie, j'ai entendu le pharmacien téléphoner au médecin pour dire, mais est-ce que c'est bien ceci? Est-ce qu'on pourrait faire cela?